La biodiversité en Suisse est en mauvais point, en mauvais état, mais depuis des décennies. Et aujourd'hui, le cri d'alarme est quand même très élevé puisque non seulement la grande faune diminue en nombre d'espèces, mais principalement, on a un très gros problème avec les insectes et on pense que l'entomofaune en Suisse a diminué de plus de la moitié. Donc, une situation vraiment dramatique, mais on s'en rend pas vraiment compte. La photographie m'a amené à m'intéresser de plus en plus à l'environnement. Depuis plusieurs années, j'ai commencé à partir à la rencontre de spécialistes de la faune locale pour mieux comprendre la situation de la biodiversité helvétique. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai voulu aller plus loin, en m'intéressant aux pluralités de causes évoquées lors de mes précédents entretiens, telles que la perte d'habitat, la pollution lumineuse, les espèces invasives, les pesticides de synthèse, etc. Mon but était de pouvoir, grâce à des interviews menées auprès de spécialistes, mieux cerner les enjeux auxquels la Suisse fait face en matière de biodiversité, de disposer ainsi d'une vue d'ensemble des effets de ces causes sur la faune helvétique et de comprendre quel secteur de la biodiversité est atteinte lorsque l'on y évoque son érosion. Cela aboutit à cet ouvrage. En Suisse et dans le monde, une situation m'est apparue comme particulièrement inquiétante. Notamment, une recherche de plus de 30 ans a montré que 70% des insectes avaient disparu. La biomasse des insectes, c'est-à-dire le nombre des insectes. Mais parallèlement, la moitié des espèces, elles, sont en danger d'extinction ou malheureusement déjà disparues. Et cette situation se reproduit exactement la même chose en Suisse. Dans le passé, me dit-on, les pare-brises étaient recouverts d'insectes lors des trajets en voiture. Ceux de nos jours restent intacts après plusieurs kilomètres parcourus. Cet indicateur s'appelle l'effet pare-brise. Les insectes sont le cœur de la biodiversité. Situés à la base de la chaîne alimentaire, s'en prendre à cet élément aura forcément des répercussions sur le reste de l'écosystème qui dépend d'elle. Dans le monde, 84% des cultures agricoles dépendent des pollinisateurs. En Suisse, la valeur économique annuelle de la pollinisation est estimée à 342 millions de francs. Alors où sont passés nos insectes? Pourquoi assistons-nous à un déclin sans précédent en l'espace de seulement 30 ans? C'est avec ces questions en tête que je me suis intéressée à ces molécules artificielles en développement depuis les années 1930, les pesticides de synthèse, car ce sujet est pointé du doigt à l'unanimité par les entomologistes, les apiculteurs et les biologistes, par les scientifiques indépendants qui en ont étudié les effets. Salut Samantha! Accompagnés de plusieurs réalisateurs et youtubeurs, nous avons voulu en savoir plus et sommes allés rencontrer des biologistes pour mieux saisir l'impact des pesticides de synthèse sur la biodiversité et la santé humaine. Alors les pesticides et en particulier donc les insecticides ont un impact majeur sur les insectes. C'est en fait tout à fait normal puisqu'ils sont conçus pour être toxiques pour les insectes. Alors on observe effectivement un déclin majeur des populations et de la diversité des insectes. On parle de 75% de biomasse en moins en l'espace de 30 ans. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude qui a été faite en Allemagne, c'est dans les zones protégées. C'est pas dans les champs, c'est pas dans les villes, c'est dans des endroits où a priori il n'y a pas d'impact. Donc on s'attendrait à ce que dans ces endroits-là, la biodiversité soit conservée, que la taille des populations reste stable. Or, ces populations, elles diminuent. Et donc, on se demande pourquoi est-ce qu'elle diminue. Alors il y a plusieurs facteurs possibles, il y a les changements climatiques, il y a la baisse de la qualité des paysages, on a passablement modifié nos paysages, et puis même en dehors d'une zone protégée, on peut imaginer qu'une zone protégée, c'est peut-être une forêt qui est entourée de champs, et peut-être qu'il y a 30 ans, il y avait plus de haies, il y avait plus de structures favorables à la biodiversité, puis que ces structures-là ont diminué. Mais également, bien sûr, il y a la question des pesticides qui sont utilisés massivement depuis maintenant plus de 70 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et avec des catégories justement de pesticides qui sont de plus en plus toxiques, notamment ces fameuses néonicotinoïdes. Alors les néonicotinoïdes sont un problème majeur pour l'écosystème, pour la biodiversité, pour le vivant, pour la santé humaine. L'histoire des néonicotinoïdes a commencé dans les années 90, quand on a commencé à voir qu'il y avait des problèmes avec ces molécules. À la base, ça semblait être une bonne idée. On avait des molécules toxiques qui étaient destinées à tuer les ravageurs de culture, qui agissaient à des très faibles doses, qui agissaient sur le système nerveux des insectes. Et les développeurs de ces molécules se sont dit qu'il n'y avait peut-être pas trop de problèmes pour les autres compartiments de l'écosystème. Assez rapidement, les apiculteurs français ont été les lanceurs d'alerte de ces histoires autour des néonicotinoïdes. Ils ont observé des déclins de colonies, des mortalités de colonies qu'ils n'expliquaient pas.
Ils se sont affiliés avec des chercheurs pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fallu pas mal d'années, j'allais presque dire 20 ans, pour qu'on soit capable de mesurer les concentrations infimes de ces molécules qui sont déjà problématiques pour la santé des abeilles et des colonies. Une colonie d'abeilles, c'est une boîte noire, c'est une boîte un peu magique, il se passe plein de choses dedans. On sait beaucoup de choses en tant qu'apiculteur, en tant que chercheur, on comprend pas mal de choses. Mais du coup, c'est tellement complexe que ça devient très difficile d'utiliser une ruche comme objet d'étude, en fait. Il y a tellement de facteurs qui régulent quelque part le fonctionnement de ces organismes dans ces boîtes. C'est des pesticides, c'est des insecticides qui sont utilisés par enrobage des graines. Donc on prend une graine, on enrobe cette graine de pesticide, et quand la plante germe, elle va absorber l'insecticide, et puis toute la plante va être toxique. Le problème, il est multiple, c'est que d'une part, la plante va absorber qu'une partie du pesticide, on estime entre 2 et 20%, donc la grande majorité reste dans le sol, et puis donc peut être transportée par ruissellement, peut descendre dans les nappes phréatiques, peut être emportée par le vent, etc. Donc ça peut contaminer l'environnement, et cet environnement reste contaminé d'une année à une autre, puisque les pesticides ne se dégradent pas rapidement. Et puis surtout, l'ensemble de la plante est contaminé, donc que ce soit une abeille qui vient polliniser, qui n'a rien fait de mal, qui n'est pas du tout un insecte problématique pour la culture, cet insecte va être affecté par le pesticide. Bien sûr que le ravageur va aussi l'être, mais pour protéger la plante d'un ravageur, en fait, on met en péril l'ensemble de l'écosystème. On a eu l'automne passé le cas du gaucho, ce produit phytosanitaire néonicotinoïde basé sur de l'imidaclopride qui a été utilisé beaucoup dans l'aromage des semences de betterave. Et l'imidaclopride, en fait, c'est la première de ces molécules qui a été documentée comme étant une molécule néfaste pour l'environnement. Donc c'est la première molécule qui a été dans le radar des scientifiques pour dire attention, là il faut documenter, là il y a des problèmes. L'automne passé, les betteraviers dans différents pays européens ont été confrontés à un vol important de pucerons de la betterave, vecteur de la jaunisse de la betterave. Du coup, perte sèche pour les betteraviers, il y a un problème. Les betteraviers se sont dit, on avait une solution miracle avant, qui était ces semences de betterave enrobées. Donc cette molécule a été interdite et du coup les betteraviers avaient envie de retrouver leurs molécules d'avant, leur produit miracle d'avant, et ont fait une demande de réhomologation du gaucho, de l'imidaclopride. Malheureusement, les Français ont cédé, donc ça a été réapprouvé en France de manière temporaire pendant 3 ans pour essayer de passer cette phase problématique pour les betteraviers. Et ça n'a pas loupé. Moi, je m'attendais à une réaction du côté de la Suisse et ça n'a pas loupé. Les betteraviers suisses sont passés par la voie politique pour demander une réintroduction du gaucho dans notre pays. C'était une bataille qui a fait rage tout l'automne passé, mais pour finir, on a gagné. Il y a eu des guerres de chiffres, il y a eu pas mal de mensonges qui ont été avancés du côté des betteraviers, par rapport notamment aux pertes de rendement de cette betterave. Et heureusement, on a obtenu une demi-victoire. La demi-victoire était une non-réhomologation de l'imidaclopride, du gaucho. Donc ça, c'est sûrement bien parce que c'est vraiment une des molécules les pires, ou en tout cas les plus documentées. Et la demi-défaite vient du fait que l'Office fédéral de l'agriculture a en fait décidé d'étendre l'homologation d'un autre néonicotinoïde moins étudié, dont on pense qu'il est moins toxique pour l'environnement, l'acétamipride, qui est maintenant homologué aussi par traitement foliaire en cas de problème avéré sur la culture de betterave. Et en plus, il y a une autre molécule, le spirotétramate, qui a été homologué pour justement lutter contre le puceron de la betterave. Et le spirotétramate, d'ailleurs, a des effets documentés négatifs sur les vers de terre. Et du coup, on a une situation qui ne contente ni les apiculteurs, on a toujours des néonicotinoïdes qui sont utilisés dans l'environnement pour traiter la betterave. On a des surfaces considérables de betteraves qui pourraient être traitées en cas de problème par de l'acétamipride. Ça ne contente ni les betteraviers, parce qu'ils n'ont plus leur solution miracle d'avant, et ça ne contente pas les défenseurs de l'environnement. Donc pour moi, là, il y a vraiment une faillite de l'État, et la faillite de l'État est que depuis 2012, en fait, on aurait pu imaginer que l'Office fédéral de l'agriculture trouve des alternatives. On les avait d'ailleurs interpellés par voie de presse. On a demandé à l'Office fédéral de l'agriculture quelles étaient les alternatives pour lesquelles de l'argent avait été investi dans la recherche. Et en fait, il n'y avait pas de réponse parce qu'après, ils ont admis qu'en fait, il n'y avait rien qui avait été entrepris. Et les alternatives, c'est la vie. Les alternatives, c'est l'agroécologie. Les alternatives, c'est miser sur la biodiversité fonctionnelle, sur les organismes qui vivent dans les zones de compensation écologique en bordure de champs qui permettent justement de lutter contre ces pucerons. Fin 2018, une votation européenne a permis d'interdire 3 pesticides néonicotinoïdes, l'imidaclopride, le thiaméthoxane et la clothianidine.
Malgré leur application essentiellement faite sur les cultures de betteraves sucrières, une récente étude neuchâteloise menée par Ségolène Humann-Guillemot et Fabrice Elfenstein atteste de leur présence dans toutes les parcelles conventionnelles helvétiques et dans 93% des parcelles bio, mais dans des quantités beaucoup plus faibles. Selon les chercheurs, cette expansion s'explique par les nuages de poussière générés lors des semis, leur solubilité dans l'eau et leur stabilité dans les sols. C'est ce qu'a pu constater également Édouard Mitchell. En 2017, avec plusieurs scientifiques de l'Université de Neuchâtel, Édouard Mitchell a analysé la présence de 5 molécules néonicotinoïdes sur près de 200 pots de miel provenant du monde entier. Ce qu'on a trouvé, c'est que 75% des miels étaient contaminés par les néonicotinoïdes à l'échelle globale. Et ça, c'est quand on inclut même des régions où il n'y a pas d'agriculture, ou bien c'est des régions tellement reculées qu'il n'y a pas de pesticides qui sont utilisés. Et donc, c'était vraiment très frappant. Et près de la moitié étaient contaminés par non pas un, mais jusqu'à 2, 3, 4, 5 pesticides différents. Donc là, ça pose tout le problème de l'effet cocktail. S'il y a plusieurs pesticides, eh bien l'effet combiné sera peut-être plus fort que la somme des effets. Donc si on se focalise que sur un pesticide puis qu'on regarde sa concentration, ça ne nous donne pas toute l'histoire, on n'a pas l'image complète, disons, du potentiel de toxicité que ces pesticides peuvent avoir sur la santé. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que 48% de ces miels avaient une concentration qui atteignait 0,1 nanogramme par gramme ou qui était plus élevée. Alors 0,1 nanogramme par gramme, pourquoi ce seuil? Eh bien, c'est parce que c'est la concentration la plus faible pour laquelle un effet négatif a été observé sur l'abeille. Donc pas un effet létal, mais ce qu'on appelle un effet sublétal. C'est des changements de comportement, par exemple, des baisses de capacité de reproduction, c'est des baisses de capacité immunitaire, etc. Donc il y a toutes sortes d'effets comme ça qui peuvent affecter, disons, la santé d'une abeille et donc d'une colonie. 0,1 nanogramme par gramme, ça ne vous dit rien. Mais en fait, c'est extrêmement faible. C'est en fait l'équivalent d'une pièce de 5 centimes dans la masse de 1,7 fois la masse de la Tour Eiffel ou de 10 km de train Intercity. L'effet cocktail. Le neurologue indépendant basé à Sion, City Raymond, a pu l'observer. Il y a 4 ans, il a commencé à faire des prélèvements de sang sur certains de ses patients. Les échantillons qu'il a pu recueillir ont ensuite été envoyés à l'Université de Liège pour analyser leur taux de pesticides de synthèse. Il est l'un des seuls médecins en Suisse à avoir entrepris une étude de cette envergure. Alors, donc ça, c'est les résultats bruts de l'étude. Donc le centre hospitalier universitaire de Liège reçoit des résultats comme ceci, avec les valeurs pour le patient. Et puis ici, il y a des valeurs soi-disant de référence. C'est-à-dire ça, c'est des études populationnelles sur des personnes saines. Et puis on a des chiffres. Ici, on dit, ah ben voilà, puisque, voilà, prenons ce chiffre, 0,7. Là, c'est inférieur à 4,4. Ben, on se dit, ben tout va bien. Et en fait, pour moi, même cette valeur-là, pour moi, elle est anormale. C'est-à-dire que normalement, dans le sang, on ne devrait pas trouver de pesticides. Donc on a décidé, sur la base de cette valeur de référence, que c'était acceptable d'avoir 4,4 microgrammes par litre de 3 PBA. Donc voilà, un dérivé de ces pesticides-là. Et si on réfléchit, eh bien en fait, c'est pas normal du tout d'en avoir, quelle que soit la substance. Alors par exemple ici, le chlorpyrifos, c'est un pesticide qui est très neurotoxique, surtout chez l'enfant. Et l'idée, ce serait de l'interdire le plus vite possible. Mais le problème, c'est qu'il est très efficace. Voilà, donc c'est ça les données que j'ai reçues chez les patients. J'ai toute une série de patients qui ont des tas de pesticides dans leur sang. Et j'ai essayé d'en faire une carte qui donne ça. C'est-à-dire que ça, c'est la carte du Valais. Là, j'ai pris un des patients, c'est vraiment impressionnant. C'est un jeune qui a une myopathie. Ici, qui habite à Granges, et donc il a toute cette série de substances-là. Alors c'est tous des pesticides, et puis si on prend individuellement, elles ne sont pas forcément toutes très élevées, il y en a 2 ou 3 de ces valeurs qui sont nettement au-dessus de la norme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que probablement, en plus des pesticides, il a certainement aussi d'autres choses, il a peut-être de la pollution atmosphérique, il a des choses qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas été dosées, et que le tout forme le fameux effet cocktail. Avec cet effet cocktail, il faut s'imaginer, voilà, on peut prendre une image, si on prend un tout petit peu de cocaïne, un tout petit peu de benzodiazépine, un tout petit peu d'amphétamine, un tout petit peu d'alcool, un tout petit peu de tabac, un tout petit peu de ci, chacun des éléments individuellement, il va peut-être pas avoir d'effet, mais tous ensemble, ils vont avoir un effet. Et c'est ça qui est totalement imprédictible avec ces pesticides.
et on va vers l'inconnu et c'est très difficile de faire une régulation. À ce jour, en Suisse, aucune étude n'a pu établir un lien de causalité entre la maladie de Parkinson et les pesticides de synthèse. En France, en revanche, depuis 2012, la maladie de Parkinson est reconnue comme maladie professionnelle dans le domaine de l'agriculture. Depuis plusieurs années, en Suisse et dans le monde, une hausse de cas d'infertilité, de cancer, de maladies neurologiques ou encore chez les enfants de déficit d'attention a été signalée. Certains pays, tels que les États-Unis ou la France, ont établi dans certaines de leurs régions un lien de causalité entre l'absorption de pesticides de synthèse et l'arrivée de certaines de ces maladies. Les effets des pesticides de synthèse sur l'humain restent néanmoins difficiles à cerner. À travers notre alimentation, il n'est pas rare de trouver dans les aliments jusqu'à 5 à 7 pesticides de synthèse. Récemment, le chlorothalonil a fait parler de lui dans les médias. En Suisse, ce fongicide a été utilisé dans l'agriculture à partir des années 1970, puis interdit par les autorités en 2019. Le rapport de l'Office fédéral de l'environnement dresse un bilan inquiétant. Plus d'1 million de Suisses boivent de l'eau polluée par ces métabolites. Mais d'où provient cette pollution ? L'eau potable, elle est principalement en Suisse tirée de sources ou de nappes phréatiques. Et ces nappes phréatiques, elles sont en milieu agricole la plupart du temps. Donc en fait, les pesticides qui pénètrent dans le sol, ils atteignent cette nappe et ils les contaminent. Il y a très peu d'eau qui sont des eaux de surface, des eaux de lac ou qui sont utilisées comme eau potable. Celles-ci, elles sont contaminées par des pesticides, par le ruissellement, mais aussi par d'autres contaminants industriels ou liés aux eaux usées. Mais pour la plupart du temps, dans les nappes phréatiques, on n'a pratiquement que des résidus de pesticides qui posent des problèmes. Il faut savoir que ces pesticides, ils se dégradent relativement vite quand ils sont sur le terrain, quand ils sont pas à l'abri de la lumière, qu'il y a du soleil, etc. Là, on a une dégradation. Mais sitôt qu'ils ont pénétré dans la terre, à ce moment-là, ils se dégradent plus et ils tombent petit à petit, ils s'infiltrent jusque dans les nappes et on retrouve 10 ans, 15 ans après la cessation d'une utilisation d'un pesticide, on retrouve encore les résidus dans l'eau potable. L'effet cocktail est-il toxique pour l'humain ? Quel impact peut-il avoir sur notre santé ? Ancien responsable herbicide chez Syngenta, Léonard Dorsa a pu observer l'évolution du mode d'action des pesticides de synthèse au fil de cette dernière décennie. Le premier, ce qui me fait souci, c'est quand on utilise ce genre de produit, c'est déjà l'agriculteur. Moi-même qui suis fils d'agriculteur, qui a aussi travaillé l'agriculture, le premier souci que j'ai, c'est les agriculteurs. C'est eux qui sont les premiers en contact avec ces produits. Bien entendu aussi l'ensemble du personnel qui travaille sur les exploitations, là aussi. Et c'est là que j'ai été extrêmement sensible à, pas uniquement l'effet sur l'environnement, mais surtout sur la santé des agriculteurs et la santé humaine. Et c'est là qu'on voit que les modes d'action ont énormément évolué. Mais aujourd'hui, on a des nouveaux modes d'action, comme on appelle en anglais SDHI, où ils touchent à la respiration cellulaire. Puis on s'aperçoit que c'est des mécanismes qui se retrouvent aussi chez l'humain. Les insecticides interviennent aussi sur les processus nerveux, au niveau des synapses, au niveau des nerveux. C'est des choses extrêmement similaires au niveau de l'humain. Donc, bien entendu, quand on touche à ce vivant, on s'aperçoit, ma conscience très profonde de l'unicité du vivant me fait avoir des craintes par rapport à justement la proximité de ces produits et l'influence sur les humains. Aujourd'hui, l'autre évolution fondamentale qui a été, c'est qu'on pensait depuis Paracels, depuis le Moyen-Âge, que la dose faisait le poison. Petite dose, petit effet, grande dose. Et depuis une dizaine d'années maintenant, on s'aperçoit que pour certains types de produits, comme les triazoles, des fongicides qu'on utilise abondamment dans les fruits, dans la vigne, dans les céréales, ils sont perturbateurs endocriniens. Donc ils interviennent sur les hormones. Ils ont des effets des fois œstrogéniques. Et on s'aperçoit que même à des tout faibles doses, très fines, on a des hyper-effets. Un peu plus, on a moins d'effets. Donc, il y a des variations énormes par rapport à la dose. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Alors, les perturbateurs endocriniens, c'est effectivement une grande question d'actualité. C'est quelque chose qui se constitue par des molécules chimiques qui ressemblent beaucoup à nos propres hormones.
Et cette problématique, elle est vraiment majeure parce qu'il suffit de très peu de substances pour justement altérer un mécanisme qui est naturel dans le corps. Il y a besoin de toute petite quantité d'une hormone pour qu'elle agisse dans le corps, comme les hormones sexuelles, les hormones de croissance, toutes sortes d'autres hormones qui règlent le sommeil, qui règlent le métabolisme. Et donc, c'est pour ça que la question des contaminations, elle ne dépend pas toujours de grandes quantités. Il suffit d'avoir une présence infime pour que ça puisse déréguler quelque chose dans le corps. Donc c'est là aussi où la question des dosages, elle ne va pas nous aider beaucoup. C'est simplement la présence même dans l'environnement, dans notre alimentation, dans l'air, dans les sols, dans toutes les choses qui sont en contact avec nous. Ça peut même être parfois des contacts transcutanés qui fait que voilà, il peut y avoir des infertilités, des retards de croissance chez l'enfant, des perturbations du cycle hormonal de la femme. Et ces perturbateurs endocriniens, ben voilà, il y a beaucoup de pesticides de synthèse qui ont des capacités à perturber justement les cycles des insectes, mais aussi des humains. Sur les 500 pesticides de synthèse mis en marché dans le monde, 350 pesticides de synthèse sont homologués en Suisse. Les interdictions progressives du DDT, du glyphosate, puis désormais peu à peu des néonicotinoïdes, nous incitent à nous questionner sur l'homologation des produits. Plus de 1200 documents rédigés par des scientifiques indépendants, estimés à une valeur de plus de 20 millions de francs, ont été consacrés dans la recherche de l'impact des néonicotinoïdes sur le vivant. Dans le monde, ces pesticides sont de loin les plus étudiés. Sur le marché, une nouvelle substance fait débat au sein du comité scientifique, le sulfoxaflor. Entraînant la mort des insectes par la paralysie du système nerveux, un mode d'action semblable à celui des néonicotinoïdes, des chercheurs indépendants l'accusent de faire partie de cette catégorie. L'agro-industrie nie en bloc et prétend que cette substance doit être classée parmi les sulfoxymines. Bien évidemment, la classification joue un rôle sur l'homologation du produit. Qui évalue donc les risques potentiels d'un nouveau pesticide? Comment se fait-il qu'un même pesticide sème la controverse? Il y a des forces et des faiblesses dans ce système d'homologation. Comme je disais tout à l'heure, il y a toute une difficulté, c'est d'essayer de trouver les systèmes expérimentaux idéaux pour pouvoir tester ces molécules dans une boîte aussi compliquée qu'une ruche, avec des organismes aussi compliqués qu'une abeille. Donc là, il y a des défis techniques. Là, il y a pas mal de choses à dire. On a un groupe de travail international qui s'occupe justement de mettre en place les règles expérimentales, les protocoles expérimentaux pour pouvoir faire ces tests. Et c'est de notoriété publique que ce groupe de chercheurs, en fait, est principalement constitué de chercheurs de l'industrie. Donc on a des gens de Bayer, de Syngenta qui sont juges et parties quelque part, qui mettent au point les protocoles de test qui seront ensuite utilisés par les firmes qu'ils mandatent pour avoir des résultats avant de monter le dossier de demande d'homologation de leurs produits qui sera soumis aux autorités fédérales, à l'Office fédéral de l'agriculture, à l'OSAV typiquement, qui est maintenant responsable de l'homologation de ces produits phytosanitaires. C'est un immense investissement de l'industrie. Chez Syngenta, c'est 250 millions d'investissements avant que vous vendez le premier gramme, donc le retour sur l'investissement. D'où aussi on a vu ces agglomérations, ces fusions, parce que justement les exigences pour la mise en marché sont de plus en plus. Donc c'est vrai qu'on devient beaucoup plus pointu, on demande beaucoup plus de choses, mais on s'aperçoit que les connaissances, les découvertes amènent aussi beaucoup plus d'études à faire. Et il y a un décalage qui se fait entre les nouvelles découvertes, les nouvelles connaissances, et pouvoir les transcrire dans les exigences. Donc on est toujours un peu en décalage. On peut faire que des extrapolations sur l'exposition, par exemple, pour les enfants, les expositions pour les femmes enceintes. C'est parties de la vie qui sont extrêmement fragiles. L'autre chose que j'aimerais dire aussi, il y a eu un produit, le Flupiram de Bayer, qui a été appliqué ici en viticulture. Il y a eu des gros dégâts il y a 5 ou 6-7 ans. Donc là, le processus d'homologation aussi, il y a une rapidité de volonté de mise en marché, et puis bien entendu, on ne peut pas tout tester. Et il s'est aperçu que sur les cépages et sur les conditions climatiques du Valais, cette molécule a eu un effet destructeur, ça détruit le végétal. Mais par contre, si on remonte dans les brevets, on s'aperçoit que cette famille chimique est très délicate, parce qu'en suivant le métabolisme de la plante qui va travailler cette molécule, il y a la possibilité que cette molécule soit transformée en herbicide.
Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc cette molécule qui était antifongique contre des champignons s'est transformée en herbicide quand elle était appliquée. Donc il y a cette prise de risque aussi. Et là, malheureusement, ça avait été testé sur des vignes, mais en Allemagne, pas dans d'autres conditions. Et puis voilà, c'est l'agriculteur qui en subit les frais. On est l'homologation a ses forces, parce qu'il y a énormément d'études qui sont faites, et puis tout n'est pas fait. Donc il y a toujours une zone d'ombre, une zone grise. Pour évaluer les risques que peuvent représenter un pesticide, les scientifiques indépendants n'ont jamais accès aux données brutes. Celles-ci sont toujours travaillées par les firmes industrielles avant d'être divulguées. Saisir toute l'ampleur des effets des pesticides de synthèse sur la biodiversité ou sur la santé humaine est de l'ordre de l'impossible, puisque l'équation se compose des effets cocktails, des accumulations à long terme, des expositions sur les personnes dites fragiles, telles qu'une femme enceinte ou un enfant. Les pesticides peuvent être également composés de produits de dégradation qui sont plus toxiques que le pesticide en soi. Pour remédier à cette bataille sans fin, qui tourne autour des pesticides de synthèse, une initiative lancée par un groupement de citoyens souhaite interdire ces produits sur le sol helvétique. Il s'agit de l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. La Suisse est-elle prête pour un tel projet? Jean-Denis Perrochet, vigneron sur Auvergnat, fait partie du comité de l'initiative, dont il nous présente les grandes lignes. Notre initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse veut tout simplement donner à tout un chacun l'accès à une nourriture saine, exempte de résidus de pesticides de synthèse et quel que soit son niveau de revenu. Aujourd'hui, ce droit fondamental n'est pas respecté. D'autre part, nous aimerions protéger l'agriculture de la concurrence déloyale qui se fait avec les importations, puisqu'on demande à notre agriculture de travailler proprement et de l'autre côté, on importe des choses sur lesquelles on ne regarde absolument pas la qualité au niveau de ces pesticides de synthèse. Et troisièmement, il ne faut pas oublier qu'on a un délai de 10 ans et ceci est, à notre avis, largement suffisant pour trouver des solutions, accompagner les agriculteurs dans cette transition, trouver des solutions qui soient favorables et possibles pour chacun. Les importations permettent parfois de faire venir des aliments sur le sol helvétique contenant des pesticides hautement toxiques. Courant 2020, une enquête exclusive publiée par l'association Public Eye montre qu'un tiers des bénéfices réalisés par la société agrochimique bâloise Syngenta sont dus à la vente, dans les pays en développement ou émergents, de pesticides retirés du marché européen pour leur toxicité sur l'humain et sur l'environnement. On retrouve dans cette liste notamment le paraquat, dont une seule gorgée peut entraîner la mort. Ce scandale, nous y contribuons également en achetant les produits provenant de ces pays. C'est pour répondre à ce problème et protéger l'agriculture locale qu'une clause de l'initiative prévoit d'interdire les aliments importés contenant ces pesticides de synthèse. À ce jour, l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse est soutenue par 4 organisations agricoles. L'Association des petits paysans, BioSuisse, l'Agriculture du futur et Déméter. L'organisation syndicale paysanne unitaire a choisi quant à elle de laisser la liberté de vote pour cette initiative. Vanessa Remfer, secrétaire unitaire, nous partage sa vision. Pour moi, clairement, c'est vraiment un projet, ça va bien au-delà de l'agriculture, c'est un projet de société, parce que tout le monde doit s'y mettre. On doit avoir des politiques qui nous soutiennent, on doit avoir des consommateurs qui jouent le jeu, on doit avoir des entreprises, des intermédiaires, les agro-industriels qui doivent aussi y mettre un peu du leur. Et ça, je sais pas très bien comment ça peut se combiner, comment les gens vont réagir. On a quand même une crainte, et je crois qu'elle est partagée par un certain nombre de producteurs qui sont déjà en bio, c'est de voir les prix se niveler par le bas. Si le bio devient le standard, alors on risque d'avoir un prix qui descend. C'est une possibilité, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais voilà, c'est une crainte. Au sein du monde paysan, cette initiative divise. Loïc Bardet, directeur d'Agora, l'association fêtière de l'agriculture en Suisse romande, nous évoque ses craintes. Ce qu'il faut rappeler, c'est déjà qu'est-ce qu'un pesticide. Un pesticide, c'est une substance qui est là pour combattre différentes choses, que ce soit un ravageur, que ce soit une adventice, donc les mauvaises herbes, que ce soit une maladie. Et ce pesticide, il peut être soit d'origine naturelle, soit d'origine de synthèse. L'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, elle cible la deuxième catégorie. Et cette deuxième catégorie, elle a été inventée plus ou moins durant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle s'est diffusée par la suite. Elle a permis ce qu'on a appelé la Révolution verte.
Et elle a aussi eu un certain nombre de conséquences qui a permis de sortir toute une catégorie de la population mondiale de la famine. Par contre, on a aussi des effets collatéraux suite à cette révolution verte qui sont les éléments dont nous tous souvent parlé, les problèmes de résidus notamment. Ce qu'il faut rappeler, c'est que sous l'utilisation de pesticides, notamment de pesticides de synthèse, on a une diminution des rendements qui est de l'ordre de 20 à 40%, mais c'est une moyenne. Cette moyenne, elle va varier d'une culture à l'autre. On a des cultures où c'est beaucoup plus problématique, par exemple le colza, par exemple les pommes de terre, par exemple les betteraves sucrières, où là on aura des baisses de rendement encore plus importantes que ces 20 à 40%. Et puis l'autre problème qu'on a, c'est que cette baisse de rendement de 20 à 40% moyenne, il y a des années où on a des bonnes conditions agronomiques qui font qu'on a fait très peu de différence entre une production sous pesticides de synthèse et une production avec. Par contre, on a d'autres années où la chute de rendement sera beaucoup plus importante. Et là, on a toute la problématique de nos sommes de la filière, puisqu'on ne peut pas avoir des usines qui tournent une année sur deux et puis qu'il reste du temps serait mise à l'arrêt. Donc la stabilité des rendements, c'est une des problématiques très importantes des marchés agricoles. Et là, on a peur, avec cette initiative qui ferait complètement renoncer aux pesticides de synthèse, qu'on ait ces problèmes d'instabilité des rendements. La baisse de rendement de 20% en moyenne provient d'études faites sur les cultures biologiques. Pour Jean-Denis Perrochet, ce chiffre est trompeur. Cette comparaison de 20 à 40% de chute de rendement se fait avec la culture labellisée bio, ce qui n'est pas le cas, ce qui est faux. S'il y a une petite baisse de rendement, elle est vraiment négligeable et il faut dire que la fertilité du sol par l'utilisation des produits de synthèse est en chute libre. Aujourd'hui, on doit mettre toujours plus d'intrants dans nos sols pour les faire produire la même chose. En arrêtant les pesticides de synthèse, on va retrouver à moyen ou long terme une fertilité qui va réaugmenter les rendements. Et je répète encore une fois, notre initiative ne demande pas le label bio, ne touche pas aux engrais, ni à la culture hors sol, ni au vertical farming, ni aux antibiotiques. Actuellement, le niveau d'autosuffisance alimentaire en Suisse se trouve autour des 56%. Les pancartes qui s'opposent à cette initiative stipulent que voter non, c'est soutenir l'agriculture locale. Nous avons demandé aux représentants d'Agora des explications. Aujourd'hui déjà, on mange environ un jour sur deux avec de la nourriture importée. C'est-à-dire qu'on a un taux d'autoapprovisionnement qui se situe à un peu plus que 50%, et le reste, c'est de la nourriture qui est produite dans les autres pays. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette chute des rendements qui se produirait si on devait renoncer aux pesticides de synthèse. Cette diminution de rendement, ça diminuerait la production locale, donc ça obligerait d'importer encore plus d'aliments. Et surtout, sur le papier, ça je dois laisser quand même aux initiaux, ils sont cohérents puisqu'ils ont aussi mis les importations dans les éléments qui sont concernés par l'initiative. Simplement, on ne peut pas contrôler tout ce qui est produit à l'étranger et puis ça concernera l'ensemble des produits. Donc là, on va avoir une machine administrative, si on veut que l'initiative soit mise en œuvre de manière crédible, et nous on craint que pour des raisons purement pratiques, ça ne soit pas possible. Donc au final, on va avoir une baisse de rendement suisse, une augmentation des coûts de production, et puis des produits importés qui répondront peut-être sur le papier, mais dans les faits, pas tout à fait aux exigences de l'initiative. Et puis l'autre problème qu'il y a encore, c'est que l'initiative parle de l'importation à titre commercial, mais elle ne parle pas du tout du tourisme alimentaire. Et la grande majorité des Suisses habitent à moins d'une heure d'une frontière extérieure du pays. Donc on craint avec l'augmentation des coûts de production qui sont liés à cette initiative et par là même l'augmentation du prix des denrées alimentaires en Suisse, qu'on va favoriser fortement le tourisme alimentaire avec cette initiative. Donc,
comme effet collatéral, ça aura de diminuer l'importance de la production locale. Pour Édouard Mitchell, également membre du comité de l'initiative, le modèle de production serait à revoir dans sa globalité. Est-ce que le rendement baisse quand on n'utilise plus de pesticides de synthèse? La réponse à ça, c'est que ça dépend beaucoup des cultures. Pour certaines, ça n'a aucune différence, voire même on peut avoir des rendements supérieurs. Et puis pour d'autres, qui sont beaucoup plus sensibles, on a des ravageurs qui sont plus difficiles à gérer avec les biopesticides, eh bien on a des baisses de rendement. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, il faut mettre ça peut-être dans un contexte un peu plus large, c'est qu'on a en Suisse un énorme problème de gaspillage de l'ordre de 30 à 40% de la nourriture qui est produite, qui est dû à une combinaison de facteurs. C'est le gaspillage dans les ménages peut-être en partie évidemment, mais aussi notamment le problème du calibrage des fruits et légumes. Donc on refuse une carotte qui sera tordue ou qui sera bifide ou comme ça, et ça c'est quand même aussi un grand problème. Donc là on a toute une marge de progression pour permettre, disons, de diminuer l'impact de cette baisse de production partielle liée à l'abandon des pesticides de synthèse. Ce qu'il faut évidemment aussi savoir, c'est qu'on consomme beaucoup trop de viande, et que la production de viande, eh bien, elle utilise des terres qui pourraient en partie être utilisées pour produire de la nourriture destinée directement à la consommation humaine. Alors en Suisse, on a beaucoup évidemment d'herbage et de pâturage de montagne, donc ceux-ci ne peuvent pas être utilisés pour autre chose que pour le bétail. Donc ça nous garantit un socle de production de viande et de lait évidemment déjà conséquent, mais une bonne partie quand même des grandes cultures du plateau suisse sont utilisées pour produire du fourrage ou d'autres cultures qui ne sont pas destinées à la consommation humaine. Et donc là, on a une marge de progression. Donc si le but, effectivement, c'est de garantir une autosuffisance ou du moins un auto-approvisionnement raisonnable, on n'arrive pas à produire toute la nourriture qu'on consomme en Suisse actuellement, disons, mais on pourrait en tout cas réfléchir sur notre consommation de viande. Avec cette initiative, la norme d'alimentation se rapprochera du bio. Est-ce que cela signifie pour autant que le revenu des paysans sera nivelé vers le bas? Est-ce que le consommateur, lui, devra payer plus pour s'alimenter? Nous retrouvons Marc Tréboux, président de la commission Agriculture et Alimentation de la Fédération romande des consommateurs et ancien chimiste cantonal, pour nous expliquer cette différence de prix entre les produits organiques et conventionnels dans les supermarchés. Les grands distributeurs, dans leur stratégie commerciale, considèrent que les gens qui achètent du bio sont des gens qui ont des plus hauts revenus que les gens qui achètent du bas de gamme au niveau du prix. Donc, ils se permettent de prendre une marge beaucoup plus importante entre le prix qu'ils achètent chez le producteur et ce qu'ils revendent, et cette marge, elle est en particulier utilisée pour faire des rabais ou faire du prix garanti ou du micro-budget avec des marges beaucoup plus faibles. Donc, ils attirent avec des produits sur lesquels ils prennent très peu de marge une population qui regarde beaucoup sur le prix, et puis pour continuer quand même de gagner bien leur vie, en fait, ils prennent une marge beaucoup plus importante sur les produits bio. On le voit généralement quand on discute avec les maraîchers, ils vous diront que entre le prix payé par l'acheteur pour un kilo de carottes entre le conventionnel et le bio, il s'agira de différences de prix de 10, 20, peut-être 30 centimes au maximum. Alors que sur l'étal, on va retrouver le kilo de carottes avec une différence de prix de plus d'1 franc entre le bio et le conventionnel. Donc en fait, les agriculteurs et les producteurs bio, eux, ne voient pas tellement cette différence de prix. C'est surtout le consommateur qui, lui, voit que le bio coûte beaucoup plus cher, des fois 30%, des fois 50%, des fois 300% du traditionnel. Si l'initiative passe, les denrées alimentaires ne seront donc pas forcément plus chères. Parmi les opposants de l'initiative se trouvent les grands distributeurs tels que la FENACO. Cette dernière a dépensé plus de 400 000 francs dans la campagne du Deux-Fois-Non. Certains demandent que les loups sortent de leur tanière. C'est le cas de Frédéric Caron, maraîcher bio.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'agro-industrie est totalement absente du débat. L'agro-business, l'agro-industrie, tous ces grands trucs qui sont derrière ça, hein, qui sont les clients de cette agriculture, ils sont complètement absents du débat. Et c'est vraiment étrange parce que c'est eux qui devraient être là. L'agrochimie, elle devrait être là, elle devrait être devant, puis elle devrait venir défendre ses produits. Pourquoi elle envoie les agriculteurs au combat? Pourquoi on doit taper sur les agriculteurs alors que c'est à eux de venir s'expliquer? Quelles sont donc les influences de l'agro-industrie sur le modèle agricole actuel? Pour comprendre l'interdépendance qu'il y a entre l'agrochimie et la production végétale, il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est que les plantes qu'on cultive, que ce soit les plantes de maraîchage ou de grande culture ou d'arboriculture, sont des obtentions végétales qui ont été créées par l'industrie. Ce sont des plantes qui ont été sélectionnées, qui ont été créées pour avoir une production qui corresponde aux attentes de l'agro-business. Hein, il faut que les plantes, que c'est un certain calibre, une certaine production, etc., un certain taux de gluten, par exemple, pour le blé. Donc on a créé ces plantes pour qu'elles répondent à ces besoins-là. Mais aussi, on a créé des plantes qui sont dépendantes de l'agrochimie. Ce sont des plantes qu'on ne peut pas utiliser sans l'agrochimie. Donc il y a une espèce de deal gagnant-gagnant entre la grande industrie des obtentions végétales, la grande industrie de l'agrochimie et l'agro-business. Il y a une espèce d'entente pour rester dans ce canevas et enfermer l'agriculture là-dedans. C'est un business qui rapporte sur trois fronts. Et l'agriculteur, là au milieu, il n'y peut rien du tout. Il est juste captif de ce système. Et maintenant, on se retrouve avec une dépendance. Donc notre autonomie alimentaire, nos souverainetés alimentaires dépendent de ça. Elle dépend de ces trois choses qui faussent complètement la donne actuellement et qui nous empêchent de voir autrement et de passer à autre chose. Selon Frédéric Caron, pour remédier à l'usage de pesticides de synthèse, il faudrait privilégier les semences anciennes, plus résistantes, et investir davantage dans la recherche agronomique pour en créer de nouvelles. Il y a aussi une recherche fondamentale qui se fait, qui manque de moyens, de mon point de vue, dans la sélection de plantes résistantes, mais des plantes qui puissent être cultivées sans ces produits agrochimiques. Donc ça existe, il y a des gens qui font ce travail, qui font aussi du travail pour adapter naturellement des plantes, sélectionner des plantes pour qu'elles résistent à la sécheresse par exemple, parce qu'avec le changement climatique, on doit aussi avoir des plantes qui supportent des grandes sécheresses ou des grandes quantités de pluie. Donc ce travail se fait, mais il aurait besoin d'un meilleur soutien pour pouvoir se développer plus. Les agriculteurs ont aussi perdu cette connaissance. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est quelque chose qui manque maintenant dans la formation. Les agriculteurs devraient être capables de comprendre ces phénomènes de sélection et de pouvoir faire eux-mêmes la sélection de leurs plantes. En sélectionnant chez soi, sur ses terres, une plante, on va la rendre beaucoup plus résistante parce qu'elle sera nettement mieux adaptée à notre endroit. Et ce travail-là, si on le fait, on va augmenter naturellement la potentialité de la génétique des plantes qu'on utilise. C'est quelque chose d'important. Nous, on le fait chez nous, on multiplie toutes sortes de légumes nous-mêmes et on a des résultats qui sont fantastiques. Dans son domaine de 20 hectares, Frédéric Caron produit du fromage et possède également des cultures maraîchères en intégrant des principes issus de la permaculture et du bio-intensif. Il fait partie des 7500 agriculteurs biologiques que la Suisse recense, une tendance qui va vers la hausse. Nous nous sommes intéressés au cas de la vigne, une culture fragile et gourmande en produits phytosanitaires. En Suisse, avec les fruits à pépins, la vigne est la culture qui nécessite le plus de pesticides à l'hectare. Laura Paco reprend le domaine familial et nous présente quelques alternatives à ces produits. La principale difficulté de la culture biologique dans la vigne, je dirais que c'est principalement la gestion de l'herbe. Premièrement, elle va créer une concurrence
pour la vigne. Et puis ça peut se ressentir dans le goût du vin par des stress, des côtés un peu peut-être métalliques, un peu durs, comme ça dans le goût du vin vraiment. Et puis deuxièmement, si l'herbe elle monte trop dans la zone des grappes, et ben, ça peut créer des zones d'humidité. Et dès qu'il fait chaud et humide, il y a des champignons et donc une grosse pression de maladie. Après, il existe différents moyens quand même pour lutter contre l'herbe. Il y a soit une manière mécanique, donc on peut labourer entre les ceps de manière mécanique. Ça, c'est si on peut passer avec des petits tracteurs. Et sinon, il y a les moutons par exemple, mais ça c'est que praticable quand il n'y a pas de feuilles sur la vigne, sinon ils font des dégâts, ils mangent les feuilles et les raisins. Donc c'est seulement en automne et au printemps, et sinon on passe beaucoup de temps aussi à la pioche pour complémenter ou avec les débroussailleuses. Donc c'est vraiment un investissement quand même de gérer l'herbe. Ensuite, si on parle plutôt de la partie des traitements, donc les traitements en biologique, c'est pas qu'on ne traite pas, mais c'est qu'on va utiliser des produits qui ne sont pas transformés chimiquement. C'est des produits qu'on pourrait naturellement trouver dans la nature. Dans la vigne, c'est principalement le cuivre et le soufre. Donc le cuivre, c'est contre le mildiou et le soufre contre l'oïdium, qui sont les deux principales maladies de la vigne. Et puis après, il y a encore la pourriture, donc ça c'est quand les raisins ils sont déjà sucrés, ou ils sont très sensibles, et puis il peut y avoir cette pourriture grise. Et puis là contre, on va plutôt faire un effeuillage pour de nouveau créer une zone d'aération, pour qu'il n'y ait pas trop d'humidité qui s'accumule dans la zone des grappes. Et puis ça va suffire pour lutter contre cette pourriture, en préventif évidemment. Voilà. Ensuite, la biodynamie, ça va un pas plus loin que ces traitements qui quand même servent à lutter contre des champignons. La biodynamie, on va vraiment tout faire pour avoir des sols vivants, pour avoir un sol sain sur lequel est la plante, pour qu'elle ait un bon système immunitaire. Donc on va renforcer le système immunitaire et pas que combattre des maladies, afin de traiter moins finalement. Enfin, c'est toujours le but final, d'être le plus indépendant possible et d'avoir une vigne la moins malade possible. Et pour ce faire, on utilise différents préparats biodynamiques très spécifiques, ou alors encore des tisanes de plantes en appoint. Et on va toujours regarder aussi les cycles lunaires, parce que comme c'est des doses homéopathiques qu'on va mettre, il faut qu'il y ait le plus d'impact possible, et il faut mettre au bon moment, soit du mois, soit de la journée. Certains pesticides naturels peuvent également avoir des effets néfastes sur l'environnement. C'est le cas du cuivre notamment. Concernant l'utilisation du cuivre, il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 90% du cuivre utilisé en agriculture est utilisé par des exploitations qui sont soit en conventionnel, soit en culture pays. Donc je crois que l'abandon des produits de synthèse ne va pas du tout augmenter la consommation du cuivre, mais va plutôt faire réfléchir ceux qui l'utilisent, et ils l'utiliseront de façon nettement plus modérée. Comme c'est le cas avec toutes les exploitations qui sont en culture biologique ou en culture sans pesticides de synthèse. Dans les traitements, on met principalement donc du cuivre et du soufre dans les traitements biologiques, et le cuivre est principalement mis en cause parce que c'est un métal lourd, donc il ne se vaporise pas, il ne se transforme pas, il s'accumule dans les sols. Il en faut de toute façon un petit peu pour la vie. S'il y avait zéro cuivre, il n'y aurait pas non plus de vie, mais par contre il en faut beaucoup moins que les doses qu'on met. Donc c'est la principale cause de critique, on va dire, de la culture biologique dans la viticulture. Alors nous, on ne dit pas qu'on est parfait, on cherche vraiment à s'améliorer. Après, au niveau des doses, c'est très encourageant. On passe un petit peu plus que si on devait mettre des produits de synthèse, parce qu'on a des traitements plus rapprochés, vu qu'on fait tout en préventif. Donc dès qu'il va y avoir une pluie, ça va finalement lessiver le produit qu'on a mis, et il va falloir recommencer. Mais par contre, on met des doses vraiment très faibles, et on arrive à des totaux de 2 kg par hectare par année. Ce qui peut même être inférieur à quelqu'un qui va mettre des produits de synthèse et qui en fin de saison va passer au cuivre. Des fois, ils arrivent à même plus que ces quantités-là. Donc je pense que la quantité est déjà on est sur la bonne voie. On n'est pas parfait, puis on cherche encore à s'améliorer. D'ailleurs, il y a de plus en plus des groupements de vignerons pour trouver aussi des solutions alternatives. J'ai un collègue sur Morges qui a fait des essais avec du sel, des doses minimes de sel, mais le sel est aussi ça nettoie. On a un ami du Neuchâtel, Jean-Denis Perrochet, qui a utilisé du lait. Nous, on a fait aussi les essais chez nous, donc lait et soufre, pas de cuivre. C'est très prometteur. L'utilisation du cuivre est en constante diminution. Dans les années 1880 à 1950, la dose de cuivre annuelle utilisée allait jusqu'à 50 kg par hectare contre une moyenne actuelle de 3 kg par hectare.
L'un des principaux enjeux de l'initiative repose sur ce délai de 10 ans pour faire la transition. Que représente ce délai au sein de l'agriculture ? Ce qu'il faut savoir, c'est que 10 ans à l'échelle de l'agriculture, c'est extrêmement court, puisque la mise en œuvre nécessiterait d'avoir une recherche encore plus importante en matière de sélection, de création de nouvelles variétés plus résistantes. On a eu dernièrement l'Agroscope qui a sorti des nouveaux cépages qui sont résistants, qu'on n'a normalement pas besoin de traiter. Ce programme a commencé dans les années 90 avec ces cépages qui sont maintenant mis dans les vignes. Donc ça veut dire que les premiers vins arrivent presque 30 ans après le début du programme de sélection. Pour les blés, c'est pas aussi long, mais c'est aussi plus de 10 ans pour avoir des nouvelles variétés de céréales, etc. Donc on voit que ces 10 ans de mise en œuvre de l'initiative, au fait, c'est très court par rapport au calendrier agricole normal. Que peuvent nous dire ceux qui ont vécu ce passage du conventionnel au biologique ? On a fait cette transition sur peut-être une bonne dizaine d'années parce que les exemples qu'on avait à la fin du siècle passé, ça fait disons dans les années 70-80 concernant la culture biologique, n'étaient peut-être pas très encourageants. Mais je pense que pour des cultures pérennes comme c'est notre cas ici, si on continue de travailler la vigne classique, des cépages classiques comme c'est notre cas, avec simplement des substances, avec des biopesticides, des substances qui sont reconnues en agriculture biologique, en l'espace de 4 ou 5 ans, c'est faisable et c'est tout à fait envisageable pour chacun d'entre nous. C'est une question de volonté. Si on veut se sortir de ces pesticides de synthèse, on peut. Est-ce que ce n'est pas une question aussi d'avoir des cépages déjà de base qui sont résistants ? Alors, en ce qui nous concerne, pas du tout, puisque nous n'avons pas du tout de ces nouveaux cépages, ces fameux PV. Et je pense que dans la nature, on trouve des substances. On est justement avec le lait en train d'y chercher. Il y a une façon de faire, des substances que l'on peut utiliser, des substances naturelles qui nous permettent de contrôler nos principaux ennemis que sont le mildiou et l'oïdium. Alors, on a commencé la biodynamie en 99, ça veut dire on entame notre 22e année de biodynamie. Et on a mis du temps pour trouver surtout les personnes qui étaient d'accord de venir nous aider, à nous conseiller, parce qu'on avait peur, bien sûr. On nous a tellement dit que c'était compliqué, qu'on n'allait plus produire, qu'on n'allait plus pouvoir vivre de notre viticulture, qu'on a cherché des gens qui allaient nous aider. On les a trouvés en France, un vigneron qui avait déjà lui-même 15 ou 20 ans de biodynamie derrière lui et qui a accepté de venir chez Marie-Thérèse Chapa, chez la famille Cruchon et chez nous, au domaine de la Colombe, à Féchy, pour venir nous aider à nous donner des conseils de base. Ça, c'était la première étape. Et puis surtout aussi nous aider à trouver les produits qui allaient être nécessaires. Les produits, ça veut dire la bouse de corne, le compote de bouse, tous ces produits de base qu'on ne savait pas faire. Et au début, on les a achetés. Et puis aussi, il y avait aussi certaines plantes, l'ortie, le saule, ça on pouvait faire nous-mêmes. Mais d'autres plantes qu'on a utilisées, comme les millefeuilles, des choses comme ça, qu'on ne savait pas dans quelles circonstances, les tisanes, comment les chauffer, etc. Tout ce savoir-faire, on ne l'avait pas. Et ça, la première année, on a commencé avec 1 hectare pour voir comment ça marchait. Et on s'est rendu compte que c'était relativement simple pour commencer. Et après, on a fait 3 hectares, après on a fait 5 hectares, et puis après 4 ou 5 ans, on a fait l'ensemble du domaine. Parce que c'était aussi plus simple que d'avoir 2 techniques différentes. On a pris confiance. Et puis on avait aussi peut-être plus de connexion, plus de facilité. On avait un peu saisi l'ensemble du problème et on s'est rendu compte qu'on arrivait à produire. L'agriculture n'a-t-elle pas évolué depuis quelques décennies ? Alors, les progrès, il est tout à fait clair qu'il y a eu des grands progrès qui ont été faits dans l'utilisation de ces substances, mais malheureusement, on doit constater, si on regarde qu'en 30 ans, on a perdu 3/4 de la biomasse des insectes, on constate que cette bonne volonté ne suffit pas et aujourd'hui, on doit mettre quelque chose de contraignant. L'effort ne venant pas de façon efficace de la part de la politique, on a vu la PA 2022 qui a été refusée, le contre-projet indirect qui est vraiment quelque chose qui n'a pas beaucoup de substance par rapport à la biodiversité ou à la santé publique, et même le Conseil fédéral qui dit des messages
concernant les initiatives qui ne sont pas tout à fait justes ou qui omettent assez clairement qu'il y a quand même plus d'1 million de Suisses qui boivent de l'eau qui est aujourd'hui polluée. Et je crois qu'on doit, face à ça, on doit arriver avec une initiative populaire et quelque chose, une interdiction. Ben oui, on doit arrêter absolument d'utiliser ces substances. Je pense qu'on a tous le même objectif, c'est d'utiliser le moins possible ces pesticides de synthèse. D'ailleurs, on peut regarder depuis la mise en œuvre de la production intégrée il y a une trentaine d'années, on a fait énormément de développements qui ont permis de diminuer l'utilisation des pesticides de synthèse. Aujourd'hui, dans l'agriculture, on utilise plus, au terme de quantité, plus de produits d'origine naturelle que de produits de synthèse. Depuis 2019, on a eu ce passage avec une majorité de produits également homologués au bio. Ça va continuer dans cette direction. Mais par contre, il y a tôt des coups durs qui obligent d'utiliser ces produits. Et nous, ce qu'on craint avec cette initiative, c'est que les prochaines fois qu'il y aura ces coups durs, si elles devaient s'appliquer, qu'on n'ait plus ces possibilités. La Confédération n'a jamais laissé tomber ses producteurs de toute son histoire et je crois qu'il y a des choses à mettre en place. Et il est bien clair que ce n'est pas aux initiants, avant en présentant leur initiative, qu'on n'a pas toutes les solutions dans notre poche. Il est clair que ce sera un gros travail, on devra se mettre à table une fois que cette initiative sera acceptée et on trouvera des solutions. Comme je le dis, dans l'histoire de la Suisse, on n'a jamais laissé tomber nos agriculteurs. Une plante, elle a sa partie aérienne, c'est la partie qu'on voit, c'est nous la partie, c'est ce qu'on voit nous les êtres humains, mais on ne voit pas sa partie souterraine. Et souvent la partie souterraine de la plante est beaucoup plus grande que la partie aérienne, donc la vie de la plante se déroule en fait en grande partie sous la terre. Se passer des pesticides de synthèse implique souvent plus de main-d'œuvre. Cette initiative pourrait-elle permettre de créer de nouveaux emplois? Va-t-elle au contraire mettre en danger la production locale? Les avis sont partagés. Mais une chose est sûre, c'est que cette initiative induit un changement de paradigme et dépend de la volonté de tout à chacun. Face aux enjeux environnementaux qui nous attendent, les terres qui deviennent de moins en moins fertiles, la biomasse des insectes en chute libre, pouvons-nous attendre? Cette initiative ne pourrait-elle pas permettre à la Suisse de se positionner en tant que leader mondial de la recherche agronomique? Quel chemin souhaitons-nous emprunter pour assurer la pérennité de notre environnement et ainsi protéger les générations futures? Le 13 juin, ce sera aux citoyens de le décider.